L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. C'est l'instant décryptage de l'actualité politique avec vous, Clément Adéotia-Deschion. Bonjour. Bonjour Kader. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes journaliste, vous êtes le fondé du groupe de presse ESAE qui comprend ESAE Radio, ESAE TV, l'informateur, sans oublier bien évidemment le journal BER. Nous parlons ce matin de la marche avortée des syndicalistes samedi dernier. En tant que journaliste, en tant qu'analyste politique, comment décryptez-vous les différents faits qui sont produits le samedi dernier? Les différents faits, vous parlez de la marche? La marche et notamment le déploiement des éléments de la police républicaine qui ont été effectués pour quand même empêcher, parce que le préfet a demandé que cela soit subordonné à une autorisation. Alors, selon les informations, la marche a été interdite par le préfet. Est-ce qu'il en avait le pouvoir? Oui. L'État a les compétences de sa compétence. C'est exactement comme ça. C'est le pouvoir qui décide de ce qui est bien ou de ce qui ne l'est pas pour le citoyen. Alors, si l'État estime que cette marche comporte des risques de troubles à l'ordre public, alors l'État peut décider de l'interdire. Donc, c'est comme ça. Le régime, c'est vrai, d'une marche est déclaratif. Mais la préfecture, le préfet peut estimer en fonction des informations recueillies, en fonction des renseignements, qu'il y a danger, qu'il y a menace à l'ordre public, peut décider de différer, ajourner ou reporter une marche. Je crois que les syndicalistes ont eu l'information que la marche n'est pas autorisée. Parce que lorsque vous devez organiser une marche, il y a la phase la plus importante où vous travaillez avec la police pour définir l'itinéraire qu'il faut emprunter pour éviter de saccager, par exemple, les édifices publics, pour éviter d'abîmer ou de créer d'autres situations déplorables ou gênantes que l'autorité aura à nettoyer après votre passage. Alors, donc la police vous aide à vous encadrer pour que tout se passe normalement bien. Alors, dès lors que vous n'avez pas la police avec vous pour une marche, la marche ne peut pas avoir lieu. Je ne dis pas qu'avoir interdit la marche signifie que l'autorité a raison. Je vous dis que l'autorité a le pouvoir d'interdire une marche quand les informations parvenues à son niveau ne lui donnent pas suffisamment de garantie qu'il n'y aurait pas menace à l'ordre public. Alors, lorsqu'on vient à la marche elle-même, est-ce que pour vous, le mobile est bien fondé? Marcher pour la vie chère? Marcher pour la vie chère. Non, je reviens d'abord sur le fait même de l'interdire. Moi, je ne suis pas gouvernant. Je ne suis qu'un citoyen libre. Et en tant que citoyen libre, je trouve qu'on aurait pu laisser les syndicalistes s'user les semelles. C'est leurs propres semelles. Et mettre des balises, trouver la police pour les encadrer. Ils vont marcher, ils vont marcher, ils vont marcher. Ils vont s'user et puis ils iront s'asseoir. Ça va changer le prix du maïs. Ça va baisser le prix du gari. Le prix du haricot va changer parce qu'ils ont marché. Non, je ne crois pas. Est-ce que le gouvernement est responsable des spéculations, de ce qui se passe réellement dans le pays en termes de marché? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, de façon sincère, si vous voyagez, vous êtes demi-togolais. Oui.
Donc, s'il y a possibilité maintenant même que le Bénin commence par... Ça chauffe au Bénin, vous pouvez aller vous réfugier dans la patrie de votre maman. Donc, vous êtes moitié béninois, moitié togolais. Au Togo, chez vous, vous savez à combien le litre de carburant est vendu? Vous savez depuis combien d'années le gouvernement subventionne le carburant au Bénin pour qu'on l'ait toujours entre 600, 650, 600, 650. C'est compliqué. Personne ne vend le carburant autant moins cher dans la sous-région qu'on le fait au Bénin. Donc, le gouvernement veut de subventionner. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il faut demander au gouvernement de subventionner les produits vivriers pour qu'on puisse l'avoir moins cher dans nos paniers. C'est extrêmement compliqué. On a quand même pris quelques mesures quand même pour essayer d'atténuer un peu les effets socio-économiques, notamment de la période post-Covid, de la guerre en Ukraine et bien d'autres facteurs. Ouais, c'est pas suffisant parce que vous voyez, parce que là, de plus en plus, ça coûte cher. Et vous savez, moi... Est-ce que vous ressentez cette vie chère, vous? Mais vous savez, je suis capable de manger la pâte, par exemple, 4 jours sur 5. J'aime la pâte. Je suis un bon nago et je l'assume fièrement que je peux manger la pâte. Tant que la sauce, il y a de la variété de sauces, et moi, je peux manger la pâte. Ça ne me gêne pas du tout. Et la plupart des Béninois, 90% sont comme moi, ils mangent la pâte. Mais lorsque vous touchez à la pâte des Béninois, il y a danger. Et c'est ce qui se passe. On ne touche pas au prix du maïs. Parce que c'est là... Ni au prix du gari. Le gari, bon, ça c'est pour certaines personnes, certaines catégories de gens qui s'attachent encore à ça. Mais le maïs est le bien le plus communément partagé dans nos assiettes. Et vous touchez à la pâte, vous touchez au maïs, alors là, il peut y avoir émeute. J'en suis certain. Alors, c'est là ce qui s'est passé. Alors, est-ce que les syndicalistes ont trouvé la meilleure voie d'expression pour faire passer le message? C'était de marcher, ça allait changer quoi? Alors, le gouvernement a estimé tellement que ça cache quelque chose. Ce n'est pas forcément pour dénoncer la vie chère ou l'augmentation du prix du maïs ou du haricot. Vous pensez qu'il y a d'autres enjeux politiques derrière? Le 1er mai approchant, et on sait quand le 1er mai approche, les syndicalistes sont toujours des chapelets de revendications. Donc, les laisser marcher à quelques jours du 1er mai avant qu'ils ne se retrouvent à la pause du travail, le gouvernement a estimé que l'information n'est pas assez circonscrite. Et vous savez, il y a un ami proche de moi, journaliste aussi, qui a l'habitude de dire, si vous ne traitez pas le rhume, ça peut devenir coronavirus rapidement. Non, je crois qu'il ne faut pas laisser cette marche-là, comme ça, dans leur entendement, dans l'entendement des pouvoirs, il ne faut pas laisser cette petite marche anodine qui dénonce la vie chère, de sorte que ça ne devienne grippe ou coronavirus. Donc, du coup, c'est ce qui a été fait. Mais moi j'aurais demandé qu'on laisse les syndicalistes user leurs pattes et de les encadrer tout simplement. Ça n'aurait rien changé en fait. Ça n'aurait rien changé. Les problèmes sont ailleurs, ça n'aurait rien changé. Il faut laisser les libertés parfois s'exprimer, il faut laisser les libertés parfois se déployer. Ça ne change pas le fait qu'on sait pertinemment qu'en 8 ans, le gouvernement a fait suffisamment pour le Bénin. Le gouvernement a changé le visage du Bénin. Les étrangers, quand ils arrivent au Bénin, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas au Bénin, parce qu'ils se perdent même parfois quand ils quittent l'aéroport. Franchement, Bénin a changé. Si vous prenez la route de Fidjo-Sep pour aller à Ouida, vous ne comprenez rien du tout de ce qui se passe là-bas, parce que franchement... C'est estime que le Bénin ne se limite pas qu'à là et que... Vous croyez que vous êtes à Cape Town. Quand vous circulez dans certains quartiers d'Akpapa, Bijadi, méconnaissables, parce qu'il y a de la boue partout. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez circuler. Il y a même une corniche aujourd'hui qui contourne l'hôtel du lac et qui passe. C'est des choses qu'on ne voit que dans d'autres pays quand on voyage. Mais vous avez ça dans votre pays. Il faut reconnaître que le gouvernement a déployé peut-être l'essentiel de sa stratégie en des moments donnés pour sortir le Bénin de son trou. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ça continue de crier. On a vécu ça avec Nicéphore Sokolo. On n'a jamais connu de pavés au Bénin. C'est le président Sokolo qui nous a amené les pavés. Vous connaissez le slogan de l'époque, pavé et Minadoua. Aujourd'hui, c'est Goudron Minadoua. Goudron Minadoua. Le Béninois est comme ça. Tant qu'il a faim, lui, tant qu'il n'a pas trouvé à manger, fais tout ce que tu veux. Viens lui construire une belle maison. Il te dira que non, on ne mange pas une maison. On a besoin d'avoir à manger dans nos assiettes, dans nos plats à la maison. Donc je comprends. Je dois comprendre ça en tant que citoyen, que le peuple a le droit de crier quand il a faim. Et je crois que sincèrement, le peuple a faim. Et le gouvernement doit réajuster sa stratégie désormais. Maintenant qu'on a suffisamment de routes, de voies et d'infrastructures, des bâtiments un peu partout administratifs, à l'ancienne place de ce qu'on appelait, je crois, hôtel à côté de l'OETB là. Il y en avait, pour les plus anciens, là on allait regarder le cinéma. Non. On regardait le cinéma là-bas, c'était cinéma de Cocotier. Et il y avait un hôtel qui était là. Aujourd'hui, maintenant, c'est
jusqu'à l'autre façade, en face du Palais des Congrès, vous avez maintenant un bâtiment administratif Oui, tout à fait. qui a été hissé du sol. Ça, c'est pour le bonheur du pays. C'est agréable à voir. Comment on appelle cet hôtel-là déjà, même que les Libyens ont même déjà racheté et devaient reconstruire un hôtel 5 étoiles là. Ben, vous êtes jeune, vous ne pouvez pas savoir. C'est normal. Clément Diadjichian, l'autre fait qui a gêné un peu la plupart des commentateurs de l'actualité politique nationale, c'est que les responsables des syndicats ont été interpellés et gardés à vue et relâchés peut-être dans la soirée. Ils estiment que cela a porté un coup dur à l'image de la démocratie du pays. Mais non, même dans la plupart des grandes démocraties, même en France, même aux États-Unis, quand il y a des émeutes, on arrête d'abord les meneurs pour calmer la troupe, et quand tout est calme, le soir venu, on les libère. C'est ce qui s'est passé. C'était une stratégie. On a déféré qui devant le parquet? On a envoyé qui en prison? Je n'ai pas d'informations encore là-dessus que quelqu'un a été déféré, quelqu'un séjourne en prison pour ça. Mais lorsque ça commence comme ça et que vous devez affronter l'autorité et la force publique, on essaie d'abord de mettre la main sur les meneurs pour calmer la troupe, et puis le soir venu, quand tout est calme, on les libère et rentre dans les maisons. L'hôtel que vous avez tout à l'heure, c'était Croix du Sud? Hôtel Croix du Sud. Voilà, merci. Exactement. Alors, pour finir, demain, le 1er mai, il y aura un grand meeting d'information qui est projeté au niveau de la Bourse du Travail. Quelles sont les espérances à ce niveau-là? Les syndicalistes sont amers. Mais n'oubliez pas, ils ont été sévèrement tensés, reprouvés pour une marche dont ils estimaient avoir la légitimité pour l'organiser. Alors déjà, donc, ils reviennent avec... ils reviennent à la charge. Ils reviennent avec Kourou déjà, à la Bourse du Travail. C'était traditionnel. Chaque 1er mai, les syndicats se retrouvent toujours pour faire le point de l'année et de ce que le gouvernement leur doit et de ce qui a été fait. Là, ils vont rajouter maintenant au grief le fait d'avoir été sérieusement menacés, piétinés, empêchés de faire leur marche. Donc, ça peut chauffer. Et je crois quand même que le gouvernement, sachant que ça va chauffer, est en train de prendre les mesures également pour rester avec eux. Conséquentes. Pour rester avec eux, pour participer à leur meeting avec eux, pour que tout se passe bien. Et je crois que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas d'affrontement. Le pays n'en a pas besoin, en fait. Quand les gens parlent du Bénin, à l'extérieur du Bénin, on parle du Bénin comme un pays de paix. Continuons pas à rester ce pays de paix-là, surtout à 2 ans des élections présidentielles. Ça ira s'intensifiant. Ça, c'est comme ça. Parce qu'un mandat est en train de finir, surtout que le président qui est en place ne renouvellera pas son mandat. Il a dit, il a redit. D'abord, notre constitution l'interdit. Personne ne l'a jamais fait au Bénin. Ce n'est pas lui qui le fera. Et donc, du coup, c'est comme un boulevard libre, un poulailler libre, avec un renard libre à l'intérieur. Donc, du coup, ça va chauffer. Ça va chauffer. Alors, l'autre actualité, Clément Diadjichian, c'est le colloque organisé par la conférence épiscopale du Bénin sur le code électoral. Dites-nous, est-ce que l'initiative prise par le clergé catholique vient à point nommé pour vous? Est-ce que le timing est le bon? Toutes les fois qu'une actualité paraît résonante, je crois que l'Église catholique, pour citer l'Église catholique, c'est d'abord l'Église catholique, joue toujours un rôle de pacificateur, un rôle de conseiller, un rôle d'exhortateur, un rôle de guide, pour aider quand même ceux qui peuvent les écouter, nos autorités, les citoyens, les parties prenantes, les partis politiques, à écouter la voix de la sagesse. Ce n'est pas pour rien qu'on est allé chercher Monseigneur Isidore de Souza pour présider aux destinées de notre conférence nationale en 90. Si ça a été fait, c'est parce que nous savons pertinemment que quand il s'agit de l'Église, quand il s'agit d'un oint de l'Éternel, tout ce qui se dit, tout ce qui vient à propos est toujours attaché à Dieu, est toujours rapporté à la sagesse. Même si ce n'est pas toujours évident, les hommes sont toujours corrompus et laissent le péché, laissent le malin, laissent le diable, quel que soit le nom qu'on lui donne, nous envahit parfois et nos orientations sont toujours peut-être de vil dessein. Alors donc, ce qui fait qu'on peut se méfier. Est-ce que ce que le clergé a fait était innocent ou ils le font parce qu'il y a une main invisible derrière cela pour orienter les discussions dans un sens comme dans un autre? Parce que vous savez,
que le code électoral aujourd'hui fait débat et qu'il y a une bonne partie, aussi bien de politiques que de citoyens, qui trouvent que c'est fait exprès pour exclure une frange des politiques Vous le du pensez prochain aussi? débat. Je l'ai dit ici, c'est évident que je le pense. Vous n'imaginez quand même pas qu'on parle de 20% avec possibilité d'alliance politique entre les deux puissances forces de la Mouvance mouvance présidentielle? présidentielle pour faire plaisir aux démocrates. C'est évident que s'il y a possibilité que les démocrates ne se présentent pas aux prochaines élections législatives ou communales, ou qui n'aiment pas de candidat pour les élections présidentielles, vous croyez que ça va déplaire à l'UPR ou au BR? Mais ils s'en fichent royalement. On est dans le jeu politique, on se comporte comme des requins, on s'en fout de faire plaisir à l'autre. Nous voulons y aller seuls, nous voulons gagner seuls. Mais nous sommes en démocratie. La démocratie... Qui nécessite la pluralité. Mais qui doit donner la pluralité? C'est pas moi, ça s'arrache. Ça s'arrache. Ça s'arrache. Mais si j'ai la possibilité d'y aller et sans faire gagner l'autre, ben vous croyez que s'il y a moyen en France que le président Macron participe à une élection sans la FN, il ne le ferait pas? C'est parce qu'il n'a pas trouvé les moyens de le faire. Alors, pour vous, Clément Adéoutian, quel est l'objectif visé par la conférence épiscopale avec ce colloque organisé là? Faire entendre sa voix que s'il y a moyen de réviser ce côté électoral et de le rendre plus humain, plus participatif, que s'il y a moyen de retourner encore en arrière pour que la participation citoyenne soit plus large, ce serait plus agréable. Parce qu'on a vu qu'ils sont allés dans ce sens. Ils n'ont parlé que de ça. En fait, ils pensent comme l'opposition que le code est exclusif. Alors, l'un des grands commentaires qui a été effectué autour de ce colloque, c'est celui de l'ex-garde des Sceaux, Séverin Quenol, qui a estimé qu'il s'agit d'un réveil citoyen. Je rapporte un peu plus ou moins ses propos, qui estime que nous sommes encore à 2 ans des élections et tout peut encore se jouer. Déjà, le fait qu'il commente et qu'il parle de réveil citoyen, qu'est-ce que vous entrevoyez à travers ces propos-là? Je trouve qu'il parle en mauvais perdant. S'il était dans le gouvernement, il ne dirait pas ça. Non, moi, je préfère écouter d'autres personnes, mais pas lui, en fait. Parce que pas lui. Ce sont ces partisans qui ont travaillé à nous faire voter ce code-là. Maintenant, lui qui n'est plus ministre de la Justice, qui nous dit réveil citoyen, mais dites-moi sérieusement, si c'est vrai que l'homme était encore ministre de la Justice, il n'aurait pas de réveil citoyen? Qu'on ne nous raconte pas des trucs qui ne tiennent pas la route. Qu'on ne change pas suivant qu'on mange à la table ou suivant qu'on vous a arraché le plat. Non. Les discours ne doivent pas varier en fonction de ce que vous participez au festin. Vous estimez qu'il est mécontent aujourd'hui? C'est évident, non? Quelqu'un qui est avocat de chef de l'État, qui a participé, a construit, a fait venir le Bénin de la rupture, qui soudain, du jour au lendemain, sans être prévenu, a été débarqué de son ministère. Vous croyez, à sa place, vous serez content? Mais non. Alors maintenant, si pendant qu'il est mécontent, qui se rajoute à la voix de la discordance de l'opposition pour dire que c'est un réveil citoyen, je le comprends. Ça arrange, en fait, l'opposition. Ça arrange le citoyen qui voudrait avoir plus de voix, plus d'avantages d'écho défavorables pour dénoncer ce code électoral. Je suis d'accord pour ça, mais je dis venant de lui. Certains estiment que ces opinions sont en phase avec les aspirations d'une frange de la mouvance présidentielle qui appelle de tous leurs voeux à ce que Olivier Bokor soit candidat, par exemple. Non, je ne veux pas parler d'Olivier Bokor encore ce matin. On en parle déjà trop. Olivier Bokor, c'est le porte du chef de l'État. Je vous ai tout le temps dit ici. Quand le moment viendra que les deux la règlent leurs problèmes, il y a beaucoup qui ont pris parti inutilement, qui vont se retrouver sur le carreau. Alors, c'est mieux pour eux quand même de se ranger, de se calmer et de laisser le chef d'orchestre, le chef d'État, conduire son équipe. C'est son équipe après tout. Il a gagné les élections pratiquement, presque, envers et contre tous. Vous imaginez, tous les partis politiques, pratiquement, personne ne le soutenait. Il n'y avait personne, à part quelques amis qui croyaient en lui. En 2016. Dont Olivier Bokor, en 2016, en ce moment. Alors, il est suffisamment armé, il est le chef d'orchestre, et je pense qu'il est à même d'identifier pour son camp qui peut les faire gagner. Et c'est ça le problème. Et je crois quand même que pour y aller, il a commencé par mettre les balises qu'il faut, le code électoral. Le code électoral permet quand même qu'on le veuille ou non, quel que soit le candidat qu'on a en face, de pouvoir gagner les élections plus ou moins facilement. Et le colloque du week-end, les 2 jours, c'est pour leur dire, il nous reste 2 ans, retournez sur le terrain, parce que si vous commencez par travailler, nous avons le code en notre faveur, nous avons le terrain, travailler, quel que soit celui que je positionnerai pour l'intérêt du groupe, nous allons gagner. Maintenant, si ils veulent vraiment gagner, je crois que c'est le moment
de faire taire les petites divergences entre est-ce que c'est Olivier Bokor, est-ce que c'est Diogbenou, est-ce que c'est Wadayin, est-ce que c'est Dayon, est-ce que c'est peut-être Luc Atropo, on ne sait jamais. Est-ce que c'est qui? Talata. Pourquoi pas? Donc, c'est le moment de... Parce que tant qu'ils le feront ainsi, je crois que, quels que soient les pièges et les balises qu'ils auraient glissés dans le code électoral, le peuple peut trouver le moyen de se venger. Et même eux, ils n'auront même pas 20% dans certaines circonscriptions électorales. Mais Clément Adeoté-Adéchian, pour finir et en venir à la rencontre au Palais des Congrès, des citoyens et l'opposition appellent fortement à la révision du code électoral avant 2026. Est-ce qu'il y a encore des espérances par rapport à ce vœu latent d'une frange de la classe politique? Je fais partie de ceux qui pensent que ce code sera révisé, mais pas avant 2026, au cours des élections de 2026. Pourquoi? Pourquoi au cours encore? Parce que le BR et le PR vont se confronter à une situation où ils n'auront pas 20%. Dans certaines circonscriptions électorales. Je le pense le plus sérieusement du monde. Vous pensez quoi? La 8e, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas où. Les citoyens sont capables de se mobiliser pour donner une leçon. Donner une leçon de mobilisation, donner une leçon de gouvernance, donner une leçon pour montrer que vous voulez nous empêcher d'exister. Nous allons vous empêcher d'exister également. Parce que je sais qu'il y aura des circonscriptions électorales où les démocrates n'auront pas 20%. Ça, c'est sûr. Et si le BR et l'UPR se mobilisent, ils n'auront pas les 20%. Alors la seule manière de faire revenir tout le monde à la table pour réviser ce code, c'est de faire en sorte que l'UPR, BR, quel que soit les accords de gouvernance, n'aient pas les 20%. Et je suis persuadé qu'il y aura des circonscriptions qui ne l'auront pas. Ça, c'est certain. Surtout qu'il y aura plus de fissures quand on va positionner, je suppose, Diogbenou pour les élections présidentielles et que le camp Olivier Bokor, le camp Wadayi ne seraient pas d'accord, il y aura des coqs en jambes, il y aura certains qui vont faire le service minimum sur le terrain, il y aura des minimums syndicaux dans les déploiements des moyens, certains vont se retirer. Vous estimez qu'on peut retrouver au sein de cette mouvance-là un candidat fédérateur? Il n'y en aura jamais. Parce que les camps sont déjà connus. Que vous choisissez Olivier Bokor, le camp Wadayi Diogbenou, qui est le président de l'UPR aujourd'hui. Mais si on choisit des éléments neutres, par exemple, tout à l'heure on a évoqué le nom de Mariam Talata, par exemple de Le Catro, par exemple, est-ce que vous n'estimez pas que ceux-là, par exemple, peuvent fédérer les différents camps, par exemple? Non, mais c'est pas Talata. Non, Talata ne peut pas fédérer un camp. Talata n'est pas une une femme politique qui mobilise. Mais elle a le soutien franc du chef de l'État. Oui, avec le soutien franc du chef de l'État, oui, mais les autres vont faire du minimum syndical, ça c'est sûr. Si c'est un peu comme le cas Zinsou. Voilà, comme beaucoup l'ont fait. Par exemple, pour faire tomber Zinsou, ça va se passer exactement comme ça. Par contre, Luc Atropo, lui, il est un homme politique qui sait mobiliser la foule. Est-ce que ça va rallier les autres autour de lui? Je ne le pense pas systématiquement. Même si je pense qu'il est le meilleur pour les faire gagner. Parce que déjà, politiquement, c'est quelqu'un qui sait se faire aimer. Il a presque... Il est aimé. À travers son parcours, quand même. Il sait se faire aimer. Et c'est quelqu'un qui, spontanément, sans attendre une élection politique, une élection à venir, sait distribuer, partager ce qu'il a, sait donner aux pauvres, sait donner aux autres. Les populations aiment ça et spontanément savent s'en souvenir quand il y a une élection. Mais on est dans la jungle du pouvoir, autour de Talon. Tout ça ne servirait à rien si ce n'est pas le président Talon qui décide de qui sera candidat. Donc, Luc est le premier à le savoir que ce n'est pas parce qu'il est le plus politiquement populaire de tout le groupe, en dehors de Olivier Bokor, il faut le reconnaître, et pour tout ce qu'il a eu à faire vis-à-vis des députés, parce que c'est toujours lui qui fédérait au nom du chef de l'État, c'est lui qui rencontrait, c'est lui qui donnait, c'est lui qui était l'interface. Donc, en réalité, il a une certaine popularité au sein des politiques, mais pas dans la population. Ce qui est l'inverse avec Luc. Luc, il a la population, lui, mais est-ce que politiquement... Les politiques vont le soutenir. Ils ne vont pas dire que non, mais le bon petit va venir nous chipper le biberon, on ne va pas le laisser faire. Donc, c'est une question qui va se jouer avec le chef de l'État qui décidera en son temps qui il va positionner. Alors, parlons toujours du chef de l'État, de l'actualité, Clément Adeoté-Adéchian. Il y a eu une rencontre les 26 et 27 derniers. Cette rencontre a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. On parle de rencontre, puisque les badges ont été rendus publics. On voit sur un badge deux logos, celui de la présidence de la République et du Bénin révélé. On parle de dialogue du chef de l'État avec les acteurs politiques. L'opposition s'offusque du fait qu'elle n'a pas été invitée et qu'on parle du dialogue du chef de l'État avec les acteurs politiques d'entre deux jeux. La forme. Non, peut-être l'opposition a mal compris. C'est le dialogue du chef de l'État avec ses partisans. Ses partisans, ce n'est pas tout le monde. Le chef de l'État
a envie de réveiller ses Ils se partisans. questionnent de savoir, ils veulent savoir qui a financé cette activité politique. Est-ce que c'est le budget de l'État ou... Non, ça ne peut pas être le budget de l'État qui nous en apporte la preuve et nous allons nous mettre de leur côté. Le chef d'État ne peut pas organiser une activité politique avec ses partisans et le faire financer par le budget de l'État, c'est impossible. Même s'il y a le logo du Bénin révélé de la présidence de la République dessus, sur les badges. Non, c'est une petite gaffe communicationnelle. Et ce n'est pas la présidente de la République. Le chef de l'État a réuni ses partis. Vous avez vu vous-même dans la salle, avec les badges, c'est l'UPR, c'est le BR, c'est les maires, c'est les députés, les élus du chef de l'État qui sont concernés. C'est eux qui sont là. Et il a voulu rameuter sa troupe à 2 ans des élections. Et il sait que la maison est divisée. Et la parole du Seigneur dit qu'une maison qui se retrouve divisée contre elle-même est préposée à la ruine. Et le chef d'État le sait. Et il faut éviter que la ruine n'abatte sa maison. Alors il faut qu'il réunisse ses propres enfants, qu'il les ramène autour de la table, qu'il leur dise, mais taisez vos ambitions personnelles, oubliez que je suis de Talata, de Boka Olivier, de Diogbenou, de Luco, de Wadayi, et faites-moi confiance. De Dayon. Ou de Dayon. Faites-moi confiance. Et faites-vous confiance. Il dit, retournez sur le terrain pour aller travailler. Je vous renvoie sur le terrain. Parce qu'après tout, c'est aller convaincre les électeurs que le code électoral n'est pas voté pour exclure. C'est fait pour que nous puissions avoir une démocratie plus forte. Mais si vous n'expliquez pas, comment les gens comprendraient? Si vous n'allez pas sur le terrain pour expliquer, comment viendrez-vous les voir dans 2 ans pour dire voter pour nous? C'est une bonne initiative politique. Est-ce que vous pensez que la mayonnaise a pris au regard des remous, au regard des commentaires des uns et des autres? Certains estiment, par exemple, que le chef de l'État, en 8 ans, a tout le temps fait des promesses, mais n'a fonctionné qu'avec les mêmes. D'autres vont au charbon sur le terrain politique, mais au fond, n'ont finalement rien. Et ce sont toujours les mêmes qui sont là, installés, parfois catapultés à la tête des instances dirigeantes du parti politique au gré. Vous parlez des remous. Les remous viendraient de son camp. Je n'ai pas encore entendu les membres de l'UPR ou du BR. Au contraire, j'ai l'impression que ceux qui étaient fâchés sont requinqués d'avoir écouté la voix du patron, qui les remet désormais en selle, qui les envoie. Je n'ai pas écouté encore des remous venant de la mouvance présidentielle. Les remous viennent de ceux qui n'ont pas été invités à la fête. C'est normal, ce n'est pas leur fête. Le chef organise la fête. Vous parlez de Moël, de RN, c'est ça? Enfin, ils n'ont pas de conseillers, ils n'ont pas de députés. Mais si c'est eux qui se fâchent, ça se comprend, c'est évident. Pour l'instant, le chef d'État parle aux élus, pas aux personnes concernées, aux personnes qui ont des emprises sur le terrain. Mais le Moël irait convaincre qui et où, depuis que le Moël est là. Donc, parlons sérieux. Quand le chef d'État parle sérieusement, il parle avec des gens sérieux, vous comprenez? Il parle avec des partis politiques qui lui apportent quelque chose. Il ne parle pas avec des... Il a quand même besoin de tous pour la présidentielle. Non, il a besoin de ceux qui comptent sur le terrain, pas de tous, en réalité. Il y en a qui ne peuvent rien lui apporter, radicalement. Ah bon? Il y en a qui ne peuvent même pas gagner devant leur portail. Donc, comme qui, par exemple? Non, je ne sais pas, il y en a plein. Vous savez, il y a 22 ou 23 partis politiques reconnus. Donc, il y en a dont vous n'entendrez plus jamais parler. Pourtant, ils ont une autorisation légale au ministère de l'Intérieur. Ils ne peuvent pas gagner une élection devant leur portail. Bon. Le chef d'État ne peut pas les réunir, ceux-là. Il sait ce qui compte pour lui. Je crois que c'est avec ceux-là qu'il a discuté. Maintenant, si les autres, cette minorité-là, se fâchent, bon, moi je comprends, c'est légitime. Parce qu'ils se revendiquent du chef de l'État. Mais le chef de l'État a demandé à ceux qui se revendiquent de lui se regroupent dans 2 grands rassemblements, l'UPR et le BR. S'ils ne l'ont pas écouté, c'est à leur risque et péril. Clément Adi, au dernier échéance, c'est vrai, le chef de l'État a rencontré les ministres, ses maires, ses députés, ses conseillers communaux. Mais il y a un fait, c'est que pour la plupart du temps, je rappelle ce député qui m'a fait une confidence qui dit « J'ai été élu 3 fois député, mais je l'ai été grâce à des gens ». Pour la plupart du temps, sur le terrain, ce sont des éléments qui font véritablement le travail sur le terrain, mais qui estiment à un moment donné, après 8 ans, que malgré tout ce qu'ils font sur le terrain, ce sont seulement les mêmes qui récoltent les lauriers et qu'ils sont laissés pour compte et qu'on dit, bon, il faut croire parce que les choses ont changé, il n'y a plus d'argent dans la politique et autres, par exemple. Ce député a été élu sur la liste du chef de l'État et il gagne de l'argent à l'Assemblée nationale. Il gagne 5 millions et plus, n'est-ce pas? Si peut-être ceux qui votaient pour lui ne le savaient pas, je viens de leur dire que leur député ne gagne pas moins de 5 millions dans sa poche à lui. Et qu'en dehors de ça, il a d'autres dessous, d'autres frais de session et frais de mission parlementaire qui gagnent. Et que logiquement, en le plan du chef de l'État, il devait diviser ce qu'il gagne par 2.
ça devait lui suffire largement pour son bonheur et il partageait la moitié à ce peuple-là que de venir se plaindre lui. Il est de mauvaise foi, ce député. Qu'il partage ce qu'il gagne avec son peuple, déjà. Si chaque mois, il peut mettre de côté 3 millions et garder 2 millions pour lui et sa famille et aller partager 3 millions pour dire à cause de vous, c'est grâce à vous que je suis député. Alors prenez 3 millions de temps en temps, j'amène des vivres pour vous. S'il continue de le faire, les gens seraient plus reconnaissants que d'empocher à lui seul 5 millions et de venir nous déblatérer ces jérémiades. Il y a de mauvaise foi, ce député. Un petit commentaire pour finir avec la réforme du système partisan. Est-ce que vous pensez que cette réforme a véritablement prise? Est-ce que vous pensez que cette réforme est dans les gènes de nos acteurs politiques? Est-ce que vous pensez qu'ils ont compris les enjeux ou pour l'instant, ils ne font que respecter la volonté du plus fort du moment, notamment Patrice Talon? Les réformes ont pris depuis. Nous ne sommes plus à l'étape des réformes du système partisan. C'est les jeux de couloir, à savoir comment faire. Oui, mais lorsque vous discutez en privé avec les acteurs politiques, est-ce que vous pensez qu'ils sont foncièrement dans l'esprit de l'Union progressiste de renouveau, dans l'esprit du bloc républicain, ou ils y sont parce que pour l'heure, jusqu'en 2026, c'est Patrice Talon qui est là et... Les réformes du système partisan ne posent aucun problème à personne. Dans tous les pays du monde, vous ne verrez pas plus de 4, 5, 6 partis politiques qui sont représentatifs. Il n'y en aura pas 200 comme on avait au Bénin. S'il n'y a qu'au Bénin qu'on avait 202, 203 partis politiques, c'est insensé. Donc, le jour où nous reviendrons encore à cette situation-là, croyez-moi, c'est que le Bénin est maudit. Donc, le système partisan ne pose pas de problème. Mais ce qui pose problème, c'est que des acteurs se retrouvent pour dire, bon, on est 3, on est 4, c'est pas suffisant, devenons 2 pour partager le pays. C'est ça qui est dangereux, en fait. On est déjà 2, on est déjà 3, on est déjà 4. Ben, pourquoi penser que 3, c'est trop? 4, c'est beaucoup, et qu'il faut qu'on soit seulement 2. C'est ça qui est mauvais en réalité. C'est ça que moi je dénonce. Je ne partage pas ça. Je ne soutiens pas ça. Hein? Et j'ai aimé que la dernière fois, franchement, le chef de l'État, par-delà ses partisans, peut-être grincheux, certains, a pu permettre aux démocrates d'aller aux élections. Vous savez, si ça ne devait pas, ça devait tenir qu'à l'UPR, qu'au BR, il serait très content que la Cour élimine, que le quitus fiscal élimine les démocrates et qu'ils se retrouvent encore à 2 au Parlement. Donc s'ils sont allés aux élections, je crois qu'ils le savent de leur fort et dans leur fort intérieur que le chef de l'État a dû batailler, a dû taper du poing sur la table pour qu'on n'ait pas une seule voix concordante à l'Assemblée qui est une voix discordante. Je crois que c'est ça l'enjeu qui compte quand on parle de démocratie. Hein? Pas une démocratie avec 38 ou 42 ou 60. Une démocratie où il y a 3, 4, 5 qui peuvent parler. Et dans les 3, 4, 5, il y a 2 qui disent non, 3 qui disent oui. C'est bien. Là, il y a démocratie. Le peuple qui s'assoit, qui écoute, il dit bon, il y a quelqu'un qui parle de moi, il y a quelqu'un qui me représente, qui porte ma voix, au moins dans les 4 ou 5 là. Mais allez se retrouver encore à 2, tout travailler, goupiller, organiser des concupissions pour qu'il n'y ait que 2 qui se retrouvent. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est très, très mauvais. Ça, c'est l'esprit du béninois, ça. Et ça, moi, je suis contre. Merci à vous, Clément Adéoté Adéchian, pour vos analyses. Merci à vous une fois encore. À très bientôt. Vous avez fait la promesse toutes les semaines, mais ça fait quelques semaines qu'on vous a plus vu par ici. Oui, il faut laisser les politiques parler beaucoup plus. Le journaliste vient parler quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. J'espère que ce serait nécessaire lundi prochain. Pour le rendez-vous avec nos amis internautes. On verra bien. Merci beaucoup. C'est ma maison, donc je suis là. Merci beaucoup. Merci à vous, Clément Adéoté Adéchian. Chers amis internautes, c'était à l'instant l'invité spécial de ce jour. À présent, on va installer le panel de discussion avec Carles Kitome, Anaël Dohou, Atifa Olafa, Nasrine Fatoumbi. On parle ce jour des relations amoureuses sans sexe de nos jours. Mais avant, Clément Adéoté Adéchian, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Une relation amoureuse sans sexe de nos jours. La relation à distance. Je n'ai pas compris la question. Relation amoureuse sans cesse. Oui, voilà. Sans cesse. C'est-à-dire que vous êtes amoureux d'une femme? C-E-2-S-E ou S-E-X-E? S-E-X-E. C'est-à-dire que vous êtes amoureux d'une femme, mais vous n'allez pas au sexe. Oui, ça dépend des circonstances. Vous voulez dire, l'homme est au Bénin, la femme est en Allemagne, aux États-Unis. Oui. Vous êtes connu peut-être via Internet, vous êtes amoureux. Oui, ça marche souvent, puisque aux États-Unis, il y a un pompier qui est à côté, qui s'occupe de la femme. Et au Bénin, l'homme également a une petite copine. Et les deux gèrent ça comme ça, jusqu'au jour où ils se rencontrent. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça, on qualifie ça de relation amoureuse? Oui, les deux s'aiment. C'est de l'amour aussi, ça? Oui. De l'amour virtuel? Oui, à distance, mais dès lors que la satisfaction sexuelle est un besoin vital. Donc ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour? Non. Les deux copulent copieusement de part et d'autre où ils sont. Donc ça ne pose aucun problème. Mais le jour où ils se rencontreront, ils parleront d'amour. Vous allez écouter tout à l'heure Carles Kitome, Atifa Olafa, Nasrine Fatoumbi Anaël Dohou sur le studio. Ils ont osé dire qu'il y a ça sans cesse, c'est ça? Vous allez écouter tout à l'heure, restez dans le studio. Merci à vous, Clément Adéoté Adéchian, une fois encore. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, fondé du groupe de presse ESAE. À présent, le panel de discussion.